Tigrani Gavian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre Tout invitation. d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous, Tigrani Gavian? Je m'appelle Tigrani Gavian, je suis chercheur au Centre français de recherche au renseignement et je travaille aussi à l'Institut Chrétien d'Orient. Je suis membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflit et je travaille notamment sur les diasporas et l'Arménie contemporaine. Tigrani Gavian, qu'est-ce qui se passe actuellement en Arménie? L'Arménie, depuis le mois de novembre 2020, est dans une dynamique de descente aux enfers. L'Arménie, accusée la pire catastrophe depuis le génocide de 1915, à la fois par la défaite militaire de novembre 2020 face à l'Azerbaïdjan, où elle a perdu les 2/3 des territoires de l'Artsakh, et puis surtout le nettoyage ethnique de septembre 2023, qui accuse un rétrécissement de l'espace civilisationnel arménien. C'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on parle des hommes, bien sûr, il y a eu un exode massif, les 100 000 Arméniens, 120 000 Arméniens qui ont quitté, donc un nettoyage ethnique, mais il y a aussi tout un patrimoine qui est resté, aux mains de l'ennemi, azéri, et effectivement, l'Arménie, dans une logique où elle veut faire la paix à tout prix, mais elle essaie de négocier sa survie, en fait. Elle essaie de négocier sa survie dans un environnement géopolitique de plus en plus dangereux, parce qu'il y a un vide sécuritaire dans la région et parce que ces élites n'ont pas réussi à, d'une part, tirer les bonnes leçons de la défaite et d'autre part, se réorganiser pour mieux se défendre face à l'imminence d'une offensive militaire azerbaïdjanaise. Qu'est-ce qui a mené l'Arménie à cette situation aujourd'hui? Aujourd'hui, en 2023, l'impéritie de ces élites, ce sont les impéricides des élites arméniennes qui conduisent au désastre parce que vous avez en fait un petit pays avec peu de ressources humaines. Vous avez un pouvoir qui est en place depuis la révolution de velours de 2018, qui vient de la société civile, donc qui ne connaît pas vraiment bien les rouages de l'État, qui a essayé de s'emparer de cet État en dégageant, entre guillemets, les anciens, qui ne sont pas forcément âgés, mais les anciens qui incarnent en fait ce qu'on appelle le post-soviétisme. Donc c'est la société civile qui a pris le pouvoir en Arménie, mais qui n'a pas forcément mis en place des institutions étatiques résilientes. C'est ça le problème. C'est que l'Arménie, c'est pas beaucoup de ressources humaines, c'est une élite plutôt jeune, qui n'a pas connu l'Union soviétique, qui a vraiment un litige, un contentieux avec la Russie, qu'elle accuse d'avoir lâché les Arméniens de l'Artsakh, qui accuse la Russie de maltraiter l'Arménie, puisqu'on voit bien qu'il y a zéro solidarité, non, en vertu, enfin non, pas en vertu, mais au mépris des accords bilatéraux de défense. Le problème, c'est est-ce que cette élite-là est capable de construire un État, de construire une citoyenneté inclusive avec la participation de tous les bonnes volontés, et aussi la participation des Arméniens de la diaspora, puisque on dit beaucoup, enfin on disait dans les années 90, les Géorgiens ont la mer, les Azéris ont le pétrole, et les Arméniens ont la diaspora. Bon, je demande à voir. La diaspora, je connais pas son numéro de téléphone, mais surtout, je sais une chose, c'est qu'elle n'a malheureusement toujours pas une contribution, un apport stratégique pour l'Arménie. C'est du saupoudrage. En parlant de cette élite arménienne, est-ce qu'elle n'a pas joué non plus, durant ces temps de crise, un double, voire un triple jeu, notamment envers l'Occident et vers son allié historique, comme vous l'avez rappelé, la Russie? Les Arméniens, en tout cas les dirigeants arméniens, ils sont un petit peu comme le funambule. Ils avancent sur le funambule, donc chaque pas peut leur être fatal. Je dirais pas qu'ils jouent un double jeu, je dirais simplement qu'ils ont plusieurs cartes à jouer. Ils les jouent simultanément, la carte russe, c'est-à-dire on boude l'OCTS, cette l'organisation du traité de la coopération et de la sécurité, mais on ne se retire pas complètement. On se rapproche des Européens, on se rapproche des Américains, mais on n'intègre pas l'OTAN, on n'intègre pas l'Union européenne, mais on essaye de tirer profit de ce qu'ils peuvent apporter à l'Arménie pour sa sécurité. Et puis, en fin de compte, on se retrouve seul. On se retrouve tout seul puisque l'Arménie n'a pas de partenaire stratégique aujourd'hui. Elle n'a pas d'alliés, en tout cas. Ça, c'est évident. Les seuls pays qui peuvent contribuer à sa sécurité, moi j'en vois trois, et à des échelons et des degrés divers. Premier, en ordre d'importance, je dirais, c'est l'Iran.
l'Inde et la France. Voilà, c'est 3 pays qui ont, de près ou de loin, intérêt à défendre l'Arménie. Mais la question, c'est qu'est-ce que l'Arménie peut faire aussi dans son environnement régional pour pérenniser sa survie et pour être aussi attractive. Pour la Russie, bien sûr, il n'y a plus grand-chose à donner, puisqu'elle a tout, entre guillemets, bradé à l'époque du régime de Robert Kocharian, qui était président de 1998 à 2008. Et c'est sous cette présidence que l'Arménie a cédé par pratiquement tous les pans de sa souveraineté économique à des groupes russes. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de tirer en fait les conclusions de cette lente descente aux enfers. C'est comment on en est arrivé là. Bien sûr, M. Pachinian a une responsabilité accablante, mais il n'est pas le seul responsable. Donc votre question c'était... Pardon, le double jeu. Double jeu. Le double jeu, non, je dirais pas qu'il y a un double jeu, je dirais seulement qu'il y a une sorte de schizophrénie de la part des dirigeants arméniens qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui ne savent plus à quel protecteur, entre guillemets, se rapprocher, sachant que le contexte géopolitique international est extrêmement défavorable à l'Arménie. Il est défavorable notamment du fait de la guerre en Ukraine, puisque le conflit russo-ukrainien a créé un vide sécuritaire dans la région qui a affaibli, du moins temporairement, la Russie, et qui a rapproché la Russie de l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan sert de courroie de contournement des sanctions internationales, c'est-à-dire que les hydrocarbures russes transitent par l'Azerbaïdjan. Donc ce qui accroît l'interdépendance entre ces deux pays frontaliers, il faut bien rappeler, il faut avoir les cartes en tête. Et puis il y a aussi la donne aux États-Unis, par exemple le fait que si les républicains l'emportent, ben ça c'est très mauvais pour les Arméniens, parce que Donald Trump est partisan d'un désengagement total. Et lui, il n'y a aucun problème pour lui si l'Ukraine passe complètement sous domination russe. Alors pourquoi il va s'encombrer d'une Arménie envahie de moitié par l'Azerbaïdjan, partagée entre la Turquie et la Russie. Donc la question qui se pose, c'est pour les Arméniens. Les Arméniens, c'est gagner du temps, c'est essayer de négocier des partenariats avec la France, mais malheureusement la France elle-même est exsangue, parce que la France n'a plus les moyens, déjà avec tout ce qu'elle a fait en Ukraine, et vu la situation accablante des finances publique française, de sa dette, de sa gestion même de son propre outil de défense, qu'on voit bien au Sahel, en Afrique, la France ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est du symbolique. C'est du symbolique, c'est important, c'est très important, c'est la première fois qu'un pays occidental, membre de l'OTAN, apporte une aide concrète pour la défense d'un pays membre de l'OCTS, mais ça reste encore de l'ordre du symbolique. Il y a plusieurs aspects qui sont avancés dans ce conflit. Il y a un aspect culturel, et aussi, je dirais, civilisationnel. Comment est-ce qu'aujourd'hui sont vus les Arméniens par les Azerbaïdjanais, par le gouvernement d'Aliyev? Il y a eu un changement avec la passation de pouvoir de Aliyev fils, Aliyev père. Aliyev père, donc Heydar Aliyev, qui était le dictateur de l'Azerbaïdjan, surtout le père fondateur en fait de l'État azerbaïdjanais moderne, était un grand homme d'État soviétique. Il était quand même au Politburo, donc ce qui est rarissime. Je crois que c'était le seul musulman qui était au Politburo. Il connaissait bien les Arméniens parce que en fait, son berceau, lui, c'est le Syunik, Nakhitchevan, Syunik, Sissiane, la région de Sissiane. Lui, donc, il pouvait trouver langue avec les Arméniens. Mais lorsqu'il décède en 2003, donc son fils, Ilham, prend le pouvoir, et son fils est loin d'être bête, il est parfaitement anglophone, formé à la fois à l'école russe et à l'école américaine. Donc quand même, c'est pas M. Pachinian qui galère avec le russe et encore plus avec l'anglais. Lui a besoin, en fait, d'asseoir sa légitimité politique. Et pour asseoir sa légitimité dans un contexte où vous avez une captation des ressources au profit d'une petite minorité de nantis, donc l'élite dirigeante azerbaïdjanaise, il avait besoin de détourner aussi les regards de la corruption sur la haine des Arméniens. Donc ça, c'est aussi un élément fondamental. On sent, en tout cas, on assiste à une hausse de l'arménophobie, surtout après l'arrivée au pouvoir du fils d'Aliyev. Ça, c'est très clair, parce que vous avez, par exemple, l'assassinat du lieutenant Gulken Markarian, je crois que c'est en 2004, c'est un an après l'arrivée au pouvoir d'Aliyev, donc à Budapest, dans le cadre d'une session de l'OTAN. Cet officier arménien qui avait été assassiné à la hache en plein sommeil par un officier azerbaïdjanais. Et donc, une haine anti-arménienne, qui est distillée dans tous les niveaux de la société azerbaïdjanaise, dans les médias, dans les manuels scolaires,
dans les timbres-poste, partout. Donc les Arméniens sont des virus, ce sont des microbes. Bon, après, il y a aussi le ressenti, hein. Il y a le ressenti anti-arménien, et ce ressenti-là, il est tout à fait audible, parce qu'on parle quand même d'une population déplacée de plus de 700 000 personnes, voire plus. Donc 700 000, voire plus, qui ont quitté du jour au lendemain leur foyer dans les 7 districts autour de l'enclave du Haut-Karabakh, de l'Alsar. Même il y avait des Azeris à Chouchi, parce que Chouchi avait perdu une majorité arménienne après les massacres de 1921. La population arménienne avait été massacrée par les Azeris en 21. Donc ces gens-là, forcément, ont nourri un ressentiment extrêmement marqué contre les Arméniens. Puis vous avez aussi les Azerbaïdjanais qui ont quitté l'Arménie au cours de la période soviétique, parce qu'il y a eu quand même un processus d'homogénéisation, de la même façon qu'on a chassé les Arméniens du Nakhitchevan, les Arméniens d'Azerbaïdjan, les Azerbaïdjanais d'Arménie, les Azeris d'Arménie ont quitté l'Arménie par vagues successives, mais la plus connue, c'est celle de 1989-90, lorsque vous avez eu le chassé-croisé des populations arméniennes d'Azerbaïdjan fuyant les pogroms de Sumgay, de Kilovabad, de Bakou, entre 88 et 90, 400 000 personnes à peu près, qui ont été très mal accueillies en Arménie d'ailleurs, il faut le dire. Ça, pas... Et les Azeris d'Arménie qui ont fui l'Arménie, mais qui n'ont pas, pour le coup, subi les mêmes atrocités, les mêmes exactions que les Arméniens d'Azerbaïdjan. Pourquoi est-ce qu'il y a cette haine aujourd'hui des Arméniens et comment est-ce qu'on en est venu au fait de les virer de leur propre terre, celle de l'Artsakh? Pourquoi est-ce qu'on les chasse de l'Artsakh? Le nationalisme azerbaïdjanais est particulier. C'est-à-dire que, vous savez, l'Azerbaïdjan, c'est un État qui a plusieurs références culturelles contradictoires parfois. Parce qu'ils sont turcophones, mais ils ne sont pas musulmans sunnites, ils sont plutôt chiites. Donc ils sont historiquement de culture persane, iranienne. En tout cas, ils sont dans la sphère d'influence de l'Iran. Et aux yeux de l'Iran, les Azeris, c'est un peu comme les Tadjiks, ou même les Afghans de culture dari, qui sont persanophones. Donc ce sont un peu leurs gens. Donc pour affirmer un nationalisme azerbaïdjanais, c'était compliqué d'être seulement dans un récit, on va dire, turc, pan-turquiste, parce qu'ils n'auraient pas de caractère propre. Donc la haine des Arméniens, et surtout le fait que les Arméniens représentent tout ce que les Azeris ne sont pas, c'est-à-dire ils ne peuvent pas revendiquer une même civilisation trimillénaire, un alphabet propre. Les Azeris ont changé 3 fois d'alphabet au XXe siècle, il faut le dire. Alphabet persan, arabe, après cyrillique, après latin. Ensuite, il faut aussi avoir en tête le ressentiment des Azerbaïdjanais face à l'opulence de la bourgeoisie arménienne de Bakou. Bakou, la capitale rutilante d'Azerbaïdjan, est une ville qui doit, en tout cas, son caractère, son architecture, en grande partie, pas uniquement, c'était une ville cosmopolite avec beaucoup de Russes et beaucoup de Juifs, du fait de la bourgeoisie arménienne. Les familles arméniennes comme la plus connue, les Mantachev, qui étaient des magnats du pétrole de la Caspienne, ont contribué à la prospérité de Bakou. Il faut relire les grands romans de la littérature arménienne du XIXe siècle, Shirvanzadeh notamment, Chaos, qui raconte un petit peu les péripéties de cette bourgeoisie arménienne de Bakou. Donc le fait que vous avez aussi l'épisode de la commune de Bakou, bolchevique, mais en fait arménienne, parce que c'était des bolcheviques arméniens aidés par des nationalistes arméniens qui s'étaient retranchés dans Bakou en 1918, fait que ça renvoie à l'idée que pour les Azeris, la question arménienne est un enjeu existentiel. Et le conflit arméno-azerbaïdjanais n'est pas un conflit uniquement territorial, n'est pas un conflit uniquement ethnique ou religieux, non. Bien sûr, il y a tout ça. Mais avant toute chose, c'est un conflit ontologique. C'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort pour les Azeris que de faire la guerre contre les Arméniens. On pensait, en fait, il y a cette phrase très connue du prix Nobel Sakharov, le prix Nobel soviétique, qui disait, après Sumgait, pour les Arméniens, pour les Azerbaïdjanais, c'est un enjeu d'orgueil national. Pour les Arméniens, c'est une question de vie ou de mort. C'est vrai. Mais je crois que même que, compte tenu de cette historiographie, de ces récits antagonistes, pour les Azeris, il faut éradiquer la présence arménienne du Caucase du Sud. Même de toute la terre, quoi. Je veux dire, pour les Azeris, il faut anéantir tout ce qui évoque le passé, le présent arménien. C'est-à-dire à la fois les hommes, les corps, mais aussi les âmes. C'est-à-dire le patrimoine. C'est tout ce révisionnisme historique, ce révisionnisme qui s'appuie sur une thèse complètement fumeuse que les Arméniens de l'Artsakh ne sont pas des Arméniens authentiques, mais des Albanais arménisés, c'est-à-dire des descendants de cet ancien royaume chrétien du Caucase
qui s'est assimilé au XVIIIe siècle, qui s'est évanoui au XVIIIe siècle. Justement, dans la région de l'Artsakh, désormais occupée par l'Azerbaïdjan, on assiste à la destruction de monuments arméniens, à l'effacement, en tout cas historique, de l'Arménie. Vous pensez qu'on peut remodeler l'histoire, on peut effacer toute présence de l'Arménie sur cette terre? Je pense que c'est une question de la part des Azéris, encore une fois, existentielle, et de la part des Arméniens, c'est une question de faire preuve de maturité et de volonté, non pas de reconquérir dans l'État les territoires qu'ils ont perdus, vu la situation, le rapport de force déséquilibré, mais compte tenu de l'apport de ce que peut donner l'intelligence artificielle, vous avez maintenant des organisations non gouvernementales, arméniennes ou pas, comme Caucasus Heritage Watch, qui photographient à l'aide de drones ce patrimoine. Vous avez des reconstitutions historiques. Vous avez en Arménie quand même un patrimoine très important, mais vous avez des chercheurs qui travaillent justement pour la transmission de ce patrimoine. Donc moi, je serais un peu moins nuancé dans ce propos-là. Si on tient compte de la vitalité de la jeunesse et de sa capacité à se réapproprier cet héritage, à le magnifier, à le moderniser avec les nouveaux outils, notamment de l'intelligence artificielle, pas uniquement, non, ce patrimoine ne sera pas perdu. Mais le problème, c'est jusqu'à quand l'Arménie va continuer cette descente aux enfers, de continuer concession sur concession face à un ennemi mortel. Alors, on parlait tout à l'heure de la diaspora. Il y a de plus en plus d'Arméniens de la diaspora qui retournent en Arménie, notamment suite à la défaite de l'Artsakh. Et il y a une jeunesse aujourd'hui qui s'entraîne, qui se prépare à un éventuel conflit dans la région du Sunnik. Vous pensez que c'est une région qui est menacée aujourd'hui, ou dans les années à venir? Le Sunnik, c'est un goulot d'étranglement, c'est un verrou. C'est le dernier verrou stratégique qui empêche la jonction pan-turquiste. C'est sur cette petite bande montagneuse tout au sud, vers la plaine de l'Arax, que traversent les routes de la soie, les futures routes de la soie. Donc effectivement, c'est un enjeu mondial. C'est pas seulement un enjeu turco-azéri, arméno, pan-turquiste, c'est un enjeu mondial. Et donc plein de puissances régionales et internationales sont intéressées à contrôler ce corridor et ce territoire. Donc vous avez d'un côté le récit azéri qui raconte et qui le dit que il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y avait une très grosse population tatar dans le Sunnik, ce qui est vrai. Sauf qu'il y a eu des chassés-croisés de population, et puis le Sunnik est resté arménien grâce à la bravoure du général Nechte, qui s'est battu contre les bolcheviks et contre les tatars devenus azéris, pour préserver ce joyau qui est aussi un berceau avec l'Artsakh de l'Arménie antique. Mais pour revenir à votre question, le Sunnik est extrêmement exposé, vulnérable, parce que les Azéris, depuis le mois de mai 2022 et surtout septembre 2022, lorsqu'ils ont progressé sur le terrain via des offensives, ont conquis des hauteurs stratégiques. Voilà. Le Sunnik, c'est important aussi parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des minerais, et puis la diaspora. Dans tout ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? La diaspora, malheureusement, elle n'est pas bien organisée, parce que même si vous avez des initiatives individuelles de jeunes qui ont été bouleversés par le conflit de 2020, et beaucoup de gens sont partis, effectivement. Certains sont restés. La plupart font de l'humanitaire, pas seulement. Mais ces jeunes-là, il leur faut un cap, il leur faut une vision, il leur faut des infrastructures pour les rendre utiles et surtout pérenniser leur présence. Et ça, je ne vois pas encore. Et le problème de l'État arménien, c'est qu'à ce jour, même s'il y a des programmes aujourd'hui qui existent, notamment des programmes d'accueil de stagiaires de la diaspora dans les administrations, le programme e-calls, qui veut dire au travail, donc qui est de l'initiative du commissariat à la diaspora, il n'y a pas une politique de rapatriement. Il n'y a pas une agence arménienne de rapatriement parallèle à l'agence juive, notamment. Je lisais l'autre jour dans le journal qu'il y avait à peu près 4200 citoyens binationaux français et israéliens qui sont sous les drapeaux, qui se battent dans l'armée de Tsahal, l'armée israélienne. À ma connaissance, il n'y a que 1, voire 2 Français d'origine arménienne qui ont une expérience militaire et qui prêtent leur concours au ministère de la Défense de l'Arménie. Donc l'Arménie, encore une fois, pour revenir à notre sujet, la stratégie de la défense, il y a un vrai problème au sein de l'armée arménienne, c'est que l'état-major n'est pas fiable. Vous avez un problème de corruption au sein de l'état-major, un problème de défiance entre les politiques et les civils. Parce que vous avez une part l'administration civile, le ministère de la Défense, qui sont donc dans le gouvernement, le ministère de la Défense,
Et vous avez de l'autre part, donc ces gens-là sont conscients des problèmes, essaient de réformer, mais pour réformer, il faut une doctrine militaire. Une doctrine militaire, ça s'acquiert sur le temps long. Puis vous avez encore des officiers supérieurs qui sont très marqués par le post-soviétisme, ou qui sont très anti-gouvernementaux, très anti-Pachinian, et du coup, ces gens-là sont pas forcément dans une logique de coopération. Et c'est ça, je crois, un des principaux points faibles de la défense arménienne, c'est l'absence de doctrine militaire, l'absence de réforme, l'absence de remise en question des errements des guerres précédentes, le manque de confiance entre les civils et les militaires, et l'incapacité d'intégrer les forces de la diaspora pour la défense du pays. Les récentes guerres, notamment la guerre des 40 jours, ont mis à rude épreuve la population arménienne, et notamment la jeunesse arménienne. Il y a énormément de jeunes hommes qui sont morts dans cette guerre. Quels sont les impacts potentiels sur la population arménienne elle-même et sur sa démographie future? Le problème, c'est que l'Arménie déjà avait été vaincue démographiquement avant même que la guerre ne commence. C'est-à-dire quand vous regardez le décalage démographique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est vraiment abyssal. L'Azerbaïdjan a gagné 3 millions d'habitants en l'espace de 30 ans, l'Arménie en a perdu 1,5. Donc on est dans un rapport de 2,5 sur 9,5, 10 millions presque, donc c'est abyssal. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important qui n'est malheureusement pas suffisamment évoqué dans l'opinion, dans l'espace public arménien, aussi bien en diaspora qu'en Arménie. C'est la question démographique qui fait que vous avez un Artsakh en 2020 qui était sous-peuplé. La taille de l'Artsakh arménien, c'était à peu près celle du Liban. Il y avait, Liban, il y a 4,5 millions d'habitants. L'Artsakh, c'était même pas 150 000 habitants. Donc le calcul, il est vite fait. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Chaliand, je veux dire, le grand géostratège, qui est malheureusement au sol, il n'y a pas assez de gens pour défendre le territoire. Et votre question, c'était donc pardon. Sur la démographie. Démographie seulement. Ouais, la démographie. Le problème de la démographie, c'est que vous avez aussi un profond traumatisme causé par l'hémorragie démographique, c'est-à-dire à la fois l'immigration massive, mais aussi des pertes humaines, des jeunes. Donc c'est à peu près un tiers de la classe d'âge des 18-25 ans qui sont malheureusement pas rentrés chez eux. Et vous avez des dizaines de milliers de jeunes mutilés, grands blessés du fait des brûlures au phosphore blanc. Et ça a un impact psychologique très grave. Très grave. Et l'Arménie, la société arménienne, elle est un petit peu dans un état, je veux dire, pas d'inconscience, mais d'atonie. C'est-à-dire que on fuit le réel. On ne veut pas voir ce réel. Ce réel est tellement douloureux que il faut s'investir dans le quotidien, voilà. Il faut faire la fête le plus possible pour oublier, pour fuir le passé, fuir la douleur du présent, se réveiller avec des mauvaises nouvelles. Puis le matin, vous sentez l'alcool très fort, vous sentez la vodka ilaï, quoi. C'est parce que vous avez cette schizophrénie qui fait que le réel est tellement douloureux qu'il est pratiquement inconcevable pour quelqu'un qui aspire qu'à vivre normalement. Et en parlant de cette illusion, comment est-ce qu'on explique cette résilience tout de même du peuple arménien qui refuse malgré tout d'abandonner ses terres? Il y a notamment l'ancien dirigeant de l'Artsakh qui a refusé de signer l'abdication de son gouvernement autoproclamé. Je dirais pas résilience, c'est pas le mot que je préfère. Je dirais, c'est un peu l'entêtement de la part des élites Artsakh, des montagnards. C'est des gens très différents des Arméniens d'Arménie. Ils se sont accrochés à leurs terres, ils ont gagné la première guerre dans un rapport de force qui n'était pas favorable. Et ils ont perdu la deuxième guerre parce que c'était une guerre mondialisée. C'était plus une guerre bilatérale entre deux États, mais c'était vraiment tous contre l'Artsakh, c'est-à-dire la Turquie, l'Occident, la Russie, tous étaient contre. Et même l'Arménie, parce que l'Arménie finalement elle n'a pas mobilisé. Je veux dire, c'était une vraie boucherie. Les dirigeants de l'Artsakh, aussi héroïque soit leur volonté de rester jusqu'au dernier moment et même être emprisonnés en Azerbaïdjan, ont une part de responsabilité dans le sort de leur État, notamment du fait d'avoir refusé à l'époque de Levanta Petrosyan une proposition de sortie de crise, de plan de paix sur la base de concessions mutuelles, mais sans la viabilité, sans l'assurance d'avoir un État. C'est-à-dire que la question du statut n'était pas claire. Elle était disons que cette question du statut était ajournée. Donc c'est pour ça qu'ils étaient contre. C'est ce qui a provoqué la démission de Ter-Petrosyan en 98, le premier président, et puis l'arrivée au pouvoir des Arméniens du Karabakh en Arménie. Et cette arrivée du pouvoir des clans en fait du Karabakh, donc Kocharian, Sarkissian, elle a creusé aussi une profonde tension
Elle a causé une profonde polarisation en Arménie entre les Estansi, les Arméniens d'Arménie, les Arméniens de l'Artsakh. Et on sent aussi, malheureusement, il faut le dire, il faut avoir cette tension. Et moi, je me rappelle, j'étais en Arménie pendant le blocus, je sentais pas que les Arméniens, ça les empêchait de manger. De voir que les Artsakhiens étaient affamés, les restaurants étaient pleins, les chauffeurs de taxi disaient c'était pas mon problème. Donc voilà, il faut le dire aussi, c'est très malheureux, mais c'est comme ça. Donc, et puis, vous parlez de démographie, moi je pense à Gaza. Moi je vois que les Palestiniens ne quittent pas Gaza. Gaza sous les bombes, Gaza c'est le chaos, c'est l'horreur. Alors que les Arméniens, ils n'ont pas besoin d'autant de bombes pour quitter leur pays. Et le malheur des Arméniens, c'est que depuis toujours ils immigrent, bien avant l'époque soviétique. Je veux dire, pour regarder les historiens du Moyen-Âge, ils racontent, à chaque fois qu'il y avait des invasions, ils ne restent pas. Et l'Arménie s'est dépeuplée progressivement. Enfin, l'Anatolie s'est dépeuplée. On a perdu la majorité déjà à la fin du Moyen-Âge, à l'époque ottomane. Il y a toujours eu l'immigration. Les Arméniens ne restent pas. Moi, je ne crois pas du tout à ce récit. Les Arméniens s'accrochent à leur terre. Non, regardez l'immigration massive de l'Arménie s'est dépeuplée. Et la diaspora s'est pas renforcée. C'est ça le problème, c'est qu'en se dépeuplant, ça n'a pas renforcé la diaspora. Donc tout le monde est perdant en fait. Et c'est pourquoi j'invite les dirigeants arméniens à revisiter cette histoire pour prendre conscience des errements, de ces échecs qui ont conduit à la catastrophe. Est-ce qu'il reste encore des territoires où peuvent fuir les Arméniens? Votre question, c'est quel est le refuge des Arméniens? Le dernier refuge? Moi, je pense que c'est important de sanctuariser le territoire actuel. Donc, le territoire reconnu, donc, qui est grand comme un peu moins que la Belgique, même si c'est pas l'Arménie intégrale, c'est tout ce qui reste. Et il faut le sanctuariser parce que la force des Arméniens, c'est leur jeunesse, leur créativité, leur capacité à s'intégrer dans les enjeux contemporains, mais il leur manque effectivement davantage de ressources humaines et matérielles pour concrétiser des projets porteurs de sens, notamment dans la cybersécurité, Donc il faut sanctuariser ce territoire. Ce territoire a trois grands atouts. Le premier, je dirais, c'est encore une fois, c'est un balcon sur l'Iran, c'est un carrefour géostratégique entre des axes nord-sud, Russie-Iran, et l'axe des routes de la soie est-ouest. C'est un territoire sur lequel on peut développer une agriculture, non pas de subsistance, mais une agriculture intensive, avec des moyens, parce qu'il y a de l'eau. Et de plus en plus, on voit bien que c'est un conflit aussi pour l'eau. C'est un territoire dans lequel le tourisme aussi peut s'épanouir, un tourisme à valeur ajoutée, un tourisme patrimonial. Les Arméniens ont été très souvent considérés comme en tout cas, moi, j'aime pas beaucoup cette image, mais dans l'opinion française, notamment de droite, on dit que les Arméniens sont des chrétiens d'Orient. Je suis pas d'accord avec cette idée, parce que ça en fait une réserve indienne. Regardez le sort de nos frères assyro-chaldéens. Ils ont perdu un État, ils n'ont jamais eu d'État depuis des millénaires. Il faut tout faire pour empêcher que les Arméniens suivent cette voie, pour éviter qu'on soit justement des chrétiens d'Orient, réclamant la protection des Occidentaux, une protection à géométrie variable, puisqu'on voit bien que c'est pas les grands discours de Jaurès hier et de Sylvain Tesson aujourd'hui qui permettent de défendre le peuple arménien. Donc encore une fois, comme disait le poète Charles, le salut des Arméniens, c'est leur force, eux-mêmes, leur force unificatrice, leur capacité à transcender les clivages. La région du Chinique, elle, est menacée. Est-ce que Yerevan court également un risque? Yerevan sera la dernière à tomber, mais ce que veulent les Aziris, c'est un État arménien dévitalisé totalement, c'est-à-dire morceau par morceau, conquérir le nord du Syrie, puis après le sud, après le nord. Et ce que veulent les Turcs, c'est une sorte de colonie économique, c'est-à-dire on peut garder un drapeau arménien ou le mirage d'un État arménien, mais cet État n'aura pas d'armée, n'aura pas d'économie viable, n'aura pas d'élite politique viable. Ça sera juste une voie de transit pour des investisseurs turcs, azerbaïdjanais, qui se serviront sur la bête. Donc c'est un peu une sorte de Cuba, comme pour les Américains avant la Révolution, avec des bordels, des cabarets. C'est une hypothèse. Moi, personnellement, je l'exclus, mais c'est pas une hypothèse complètement utopique. Donc,
Erevan, oui, bien sûr. Erevan est menacé, bien sûr. Erevan était à moins de 20 km de la frontière avec la Turquie. La Russie toujours là, mais c'est pas pour les beaux yeux des Arméniens, c'est parce qu'elle a besoin de garder un pied dans cette frontière historique, frontière d'empire. Mais on ne sait pas. Je veux dire, l'Arménie, bien sûr, est menacée démographiquement, parce que si on perd le Siounik, à Dieu ne plaise, il y aura encore d'autres vagues migratoires, d'autres départs. Il n'y aura plus personne pour défendre l'Arménie, donc c'est un scénario qu'il faut absolument empêcher. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, aujourd'hui l'Arménie est dépendante de l'économie russe, mais aussi du tourisme russe. L'Arménie n'a-t-elle pas non plus une responsabilité dans son problème de développement économique et son rayonnement international à plus haute échelle? Tout à l'heure, je vous disais, c'est sous Kocharian que l'Arménie... En fait, il y a une année qu'il faut vraiment... Dans l'histoire contemporaine de l'Arménie, moi, la date que je retiens, c'est même pas 91, c'est 1999. Parce que le 27 octobre 99, un commando armé a fait irruption dans le Parlement arménien et a abattu l'élite arménienne, mais surtout a abattu le rêve de la souveraineté arménienne. Parce qu'en tuant le président du Parlement de l'époque, Karen Demirjian, qui était un très grand homme d'État, qui avait été premier secrétaire du Parti communiste à l'époque soviétique, qui était le dirigeant de l'Arménie soviétique, reconverti en dirigeant arménien indépendante, et en abattant le premier ministre de l'époque, Vasken Sarkissian, qui est le créateur de l'armée arménienne, qui est, comment dirais-je, le père de l'indépendance de l'Arménie, c'est lui, vraiment, qui a consolidé, si vous voulez, la souveraineté militaire et aussi politique, en fin de compte. Donc, en abattant ces deux rivaux de Robert Kocharian, on a confié les clés du destin du pays à la Russie. Et le fait d'investir massivement, au contraire de laisser les Russes investir massivement l'Arménie, eh ben on a raté cette hypothétique, cette chimérique idée d'une diplomatie de complémentarité, c'est-à-dire on est protégé par la Russie, mais on est intégré économiquement avec les Américains, avec les Occidentaux. On voit bien que ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Et c'est le drame, en fait, des États arméniens de n'avoir pas été suffisamment intelligents pour faire ce qu'ont fait les Azéris, s'il faut le dire. C'est-à-dire non pas être un pays aligné sur la Russie ou sur l'Occident, mais être un État multi-aligné, comme l'Inde notamment. C'est-à-dire un État neutre, qui appartient à zéro alliance, mais qui a suffisamment d'armes pour défendre justement son indépendance. C'était certes utopique, parce que l'Arménie n'a pas les moyens d'Azerbaïdjan, mais c'est une hypothèse, c'est une option qu'il fallait vraiment prendre en compte. Pour la dimension religieuse, l'Arménie étant considérée comme le berceau du christianisme, n'y a-t-il pas aussi un devoir moral de la part des pays de tradition chrétienne, je ne dis pas forcément des États chrétiens, mais des pays de tradition chrétienne, à venir en aide à cette petite Arménie? Regardez l'histoire. Lorsque l'Arménie, l'État arménien en Cilicie, donc le dernier État arménien, qui a disparu en 1375, était menacé par les Mamelouks, il y avait à l'époque, l'argumentaire chrétien était beaucoup plus pertinent qu'aujourd'hui, parce qu'on parle d'un Occident déchristianisé, maintenant au XXIe siècle. Dire ça, c'est même le Saint-Siège est pro-azéri, donc c'est pour vous dire jusqu'où on va. Mais il faut le dire, le Saint-Siège est pro-azéri. Donc, à l'époque, au Moyen-Âge, donc les Arméniens chrétiens apostoliques demandaient au Saint-Siège, demandaient à Rome notamment, de les aider. Et la réponse était très claire. Vous vous convertissez au catholicisme et on discute. Donc, pourquoi s'attarder sur cet argument complètement hypocrite? Et pourquoi aussi donner tant d'importance, malheureusement, quand vous avez un État comme la Hongrie, qui est l'État le plus turcophile de l'Union européenne, qui est le plus proche aussi de l'Azerbaïdjan, mais qui défend aussi les chrétiens d'Orient, effectivement, il y a au lieu de penser à être cohérent et surtout d'éviter l'instrumentalisation qu'une certaine droite populaire et nationale, pour pas dire nationale populiste, essaye de mettre en récit. Selon vous, Tigran Yigavian, quel est le dernier espoir de l'Arménie? Je pense que l'Arménie est un pays chrétien, c'est la première nation chrétienne. Et je me rappelle, après la guerre, beaucoup de gens disaient bon, Dieu nous a abandonnés. Moi, je crois que c'est plutôt les Arméniens qui sont éloignés de Dieu. Je pense que c'est eux qui sont éloignés de Dieu parce qu'il y a une telle corruption des élites politiques et religieuses. Regardez ce qui se passe à Jérusalem, c'est scandaleux. Que le quartier arménien de Jérusalem soit à ce point menacé, c'est pas du tout le fait des Israéliens. Les Israéliens en profitent, mais
les premiers responsables, c'est la cupidité du clergé, du patriarche, et de ces âmes damnées qui bradent et liquident en fait des biens nationaux qui appartiennent à la nation arménienne, pas seulement à l'Église, depuis pratiquement 1000 ans. Donc, il y a tant que si les Arméniens se convertissent vraiment et reviennent aux sources de ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire les premiers chrétiens, mais pas un christianisme, on va dire, politisé, mais d'une essence spirituelle qui permet de transcender justement toute réalité palpable et retrouver les forces qu'on a perdues, parce que vous avez un héritage spirituel très fort, c'est pas que Grégoire de Narek, ou c'est aussi Saint Ignatius de Chenevalis, enfin c'est tout un héritage. Si vous avez en plus de cet héritage-là une vraie capacité à transcender les clivages entre Arméniens d'Artsakh, d'Arménie, c'est pas évident, et de la diaspora, oui, il y aura toujours de l'espoir. Rien ne sera perdu. Tigran Egavian, merci. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette interview, c'était très intéressant. Merci d'être revenu aussi longuement, notamment sur la politique arménienne. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Merci encore, Tigran. Merci à vous.